Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse autour des solutions innovantes pour relever le défi urgent du changement climatique au Sénégal et au Sahel. Nous tenons à remercier particulièrement les organisateurs de cet événement, le Club de la presse du Sénégal, la délégation de l'Union européenne ici au Sénégal et plusieurs partenaires clés, dont le gouvernement du Sénégal par l'intermédiaire de l'ISRA, le CORAF, le CIRAD et bien d'autres partenaires qui ne sont pas peut-être dans cette salle, mais qui sont très impliqués du Burkina, au Mali et au Niger. Des millions d'internautes suivent également cette conférence de presse en ligne. Où que vous soyez, veuillez accepter les chaleureuses salutations du Sénégal. On le dit ici, salam alaikum. Nous allons donc, dans les prochaines minutes, avec ces brillants scientifiques et ces leaders d'opinion du système alimentaire du Sénégal et du Sahel, réfléchir sur ces questions. Nous avons une heure au total, environ 15 minutes à présenter les deux projets, je les appelle les deux innovations, il y en a plusieurs. Environ 30 minutes pour débattre avec le panel composé de M. Stéphane Deveau, chef emploi et croissance inclusive de la délégation de l'Union européenne ici au Sénégal, M. Abdou Tenkwano, qui est le directeur exécutif du CORAF, l'organisation qui coordonne la recherche agricole en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Nous avons également M. Alioune Fall, le docteur Alioune Fall, qui est le directeur général de l'ISRA, et Mme Sylvie Lewiki, directrice régionale du CIRAD. Bienvenue à cette très belle salle de la Maison de la presse du Sénégal. Très heureux de vous accueillir, et nombreux surtout, à l'invitation de l'Union européenne et le Club de la presse Sénégal. Je salue en passant son président, M. Abdou Ning. Nous saluons également tous les journalistes ici présents. Je vais maintenant demander à mon collègue, M. Ousmane Doy, de nous présenter la première innovation sous forme du projet ABI, West Africa Breeding Network and Extension Empowerment. Dr Doy, vous avez la parole. Le processus d'amélioration, disons de création des variétés sont améliorés. Et là, pour le faire, on fait ce qu'on appelle les profils de produits de sélection. Dans les profils de production de sélection, ce ne sont plus les chercheurs qui sont là dans leur laboratoire, comme certains le disent, mais c'est tous les acteurs, du chercheur jusqu'au transformateur, qui sont ensemble pour dire nous voulons une variété comme ceci, nous voulons une variété comme cela. Les producteurs, les transformateurs, vous savez tout, les industriels, tous sont donc là pour définir les profils de produits. Il y a les caractères cibles pour les nouvelles variétés. Il y a les meilleures infrastructures, parce que j'ai dit renforcement des capacités, c'est le titre de ce projet. On utilise donc la numérisation et les marqueurs moléculaires, mais on fait appel aux communautés paysannes pour l'identification des nouvelles variétés. Ensuite, le matériel génétique est échangé, ce qui est très important aussi, entre les chercheurs, parce que chaque chercheur, dans le temps, gardait son matériel. Là, on est en réseau, ce qu'on appelle le réseautage, pour pouvoir permettre à chacun d'échanger et d'avoir donc le matériel qui, par exemple, sélectionné au Sénégal et utilisé au Burkina et au Niger, et vice-versa. Et là, on définit le meilleur prototype pour la région. Je voudrais, pour terminer, que vous reteniez ça pour le projet ABI. C'est connecter aux chaînes de valeur, c'est renforcer en infrastructure, en équipement, en formation, mais aussi la modernisation avec le numérique et des outils qui sont déjà établis, mais aussi l'utilisation du réseau. Et en dernier lieu, la régionalisation, parce que c'est les aspects que le CORAF prend en compte. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est un projet, il faut le dire, qui a beaucoup de partenaires. Nous sommes 18 partenaires. Je crois que c'est l'un des plus grands consortiums de recherche, je crois, dans ce début du XXe siècle. Vous voyez, autant de partenaires, je ne vais pas insister, partenaires de recherche, partenaires d'enseignement, partenaires du Nord et du Sud. Je crois que c'est très important pour un projet de recherche de cette envergure. Qu'est-ce que nous voulons faire? La conférence de Paris, la COP 21, avait fixé des objectifs climatiques, mais aussi surtout de réduction de gaz à effet de serre. Et partant de cela, les États du Sud se sont engagés à fournir des rapports de données sur émissions de gaz à effet de serre à travers des inventaires nationaux. Mais pour le faire, est-ce qu'on a les moyens de le faire? Il se trouve que nous avons une insuffisance de données référencées, des compétences scientifiques et techniques fiables pour qu'on puisse analyser les émissions de gaz à effet de serre
connaître le potentiel de séquestration du carbone dans nos pays, dans les élevages, et par conséquent de pouvoir faire le bilan du gaz carbonique, ce qui n'est pas évident. L'enjeu, c'est que, d'après beaucoup de modèles que je ne vais pas citer ici, l'élevage des ruminants, quand on dit ruminants, c'est les bovins, les caprins, les camélins, etc., constituent un système agropastoral considéré comme fort émetteur de gaz à effet de serre. À tort ou à raison, il faut le prouver. Et les plus émetteurs de gaz à effet de serre sont certainement dans le monde, c'est ce qu'on dit. Donc il nous faut quand même trouver des référentiels, en tout cas des données qui puissent atténuer ou bien infirmer cela. Donc comme objectif, il nous faut comprendre, construire et mettre à jour le référentiel nécessaire pour argumenter et accompagner la reconnaissance des systèmes d'élevage dans nos pays du Sahel. Notre impact sera de modifier la perception qui est négative, il faut bien le dire, l'impact de l'élevage sur l'environnement. Il faut contribuer à la reconnaissance des systèmes d'élevage comme un mode de production, ce qui est important, comme un mode de vie et qui a une contribution importante aussi bien dans l'environnement socio-économique de nos pays. Et rendre capables nos organismes nationaux dans l'état du SILS à comprendre, à construire et à mettre à jour les référentiels. C'est quoi le Sahel? Vous voyez cette bande, c'est le Sahel. Et voilà les pays qui sont ciblés. Le Sénégal, le Burkina, le Niger. Et quand on prend ces 3 pays, nous pensons que quand même les autres pays qui sont frontaliers sont aussi impactés. Donc ça veut dire que ce projet quand même a une envergure du SILS. Il dure combien de temps? 4 ans. En 4 ans, avec un budget de 5 millions d'euros, environ 3 milliards et quelques, nous pensons que nous allons pouvoir. Mais évidemment, le Covid a fait qu'on a commencé tard. Mais en avançant, on verra bien et on pourra faire les rectificatifs qui conviennent. Les composants, il y en a 5, comme le projet qui vient de dire. D'abord, nous allons produire des données référencées sur les émissions de gaz à effet de serre et de séquestration du carbone. Ce sont des données essentielles, importantes pour qu'on puisse contribuer. Nous allons essayer d'améliorer le dispositif de bilan à l'échelle des nations. Nous allons co-construire ensemble, parce qu'on travaille avec les organisations de producteurs, je l'ai dit tantôt en introduction, et diffuser des options d'atténuation de l'impact de l'élevage. Former et surtout renforcer la compétence sur les évaluations d'impact environnemental. Et évidemment, il y a une cinquième composante qui est la coordination, qui doit aider à disséminer, à communiquer, à évaluer. Et si vous voulez, je suis le coordinateur de ce projet. Voilà un peu un schéma qui montre un peu la complexité de l'affaire. Comment il faut comprendre les gaz à effet de serre. Et quand on parle d'élevage, il y a les animaux qui sont impliqués, les eaux des mares et des sous-sols, les lignes qui sont des éléments qui sont très appétés par les animaux, les herbacées, et le tout, vous voyez que ce n'est pas des choses faciles à comprendre, mais il nous faut adresser nos compétences pour qu'on puisse dire de façon exacte que l'élevage est ou non pollueur, comme on aime le dire. Qu'est-ce qu'on attend? Voilà les acteurs et le résultat. Les agropasteurs d'abord. Leur pratique doit s'améliorer dans ce qui concerne le bilan carbone avec un maintien et une amélioration de la productivité. Il le faut produire, mais produire de façon qui puisse permettre d'être moins pollueur. Les agents techniques, il leur faut un dispositif fiable et rigoureux de mesure et de suivi de l'impact environnemental de l'élevage. Les responsables des inventaires nationaux, nous allons dire, ces personnes, il faut les capacités à le faire et avec exactitude. Maintenant, nos ministres, les organisations de paysans, régionales, etc., les responsables mobilisent l'ensemble de ces produits, ce qu'on aura trouvé, pour pouvoir faire évoluer la perception, cette fois-ci positive, des systèmes d'élevage dans le produit concerné. Voilà ce que je voulais dire. Et en conclusion, nous allons essayer d'offrir des données référencées pour effacer ou du moins atténuer l'image négative de l'élevage dans nos systèmes d'élevage. Je vous remercie de votre attention. Et nous sommes, comme je l'ai dit, coordinateur, c'est moi-même, et l'animateur qui est avec moi, c'est Paul Salgado du CIRAC. Donc voilà un exemple d'intégration. Le leadership de l'Union européenne en matière de changement climatique est vraiment impressionnant. Non seulement le soutien accordé dans le cadre de l'initiative Désirant en parle, mais vous pouvez également constater cela grâce à une série de politiques et de programmes. Alors, messieurs, pourriez-vous nous parler en quelques mots ce que fait l'Union européenne, non seulement au niveau mondial, mais aussi au niveau de notre région pour renforcer la résilience des pauvres, et qu'est-ce que est vraiment innovateur de ces différents projets et quels sont les résultats escomptés? Merci. Je voulais d'abord dire qu'en matière de changement climatique, on n'apprend pas grand-chose aux pays du Sahel, notamment au Sénégal, mais pas seulement. Il est question aujourd'hui du Burkina, du Mali, des autres pays de la sous-région. Vous décriviez tout à l'heure, ou le présentateur décrivait cette bande sahélienne, dont le SILS, éminent organisme interétatique, l'ASEAWAGA s'occupe déjà depuis plus de 40 ans. Et donc, les changements climatiques et les conséquences de ces changements climatiques sur la sous-région, c'est quelque chose que les pays du Sahel connaissent parfaitement. Ils n'ont pas attendu qu'un certain nombre
d'acteurs internationaux découvrent les conséquences dramatiques que ce changement climatique pouvait avoir sur le quotidien des populations de la région. Et depuis déjà plus de 30 ans, un certain nombre de dispositions ont été prises pour y faire face. Pourquoi? Parce qu'on parle d'alimentation. On rappelait tout à l'heure que l'alimentation, c'était 30% de la richesse nationale, régionale, et puis 60% des emplois. C'est l'économie alimentaire. Et cette économie alimentaire, il est essentiel de la préserver, à la fois pour nourrir les populations et pour permettre à la région de vivre économiquement. Et je pense que dans ce registre, beaucoup de choses ont déjà été engagées avec notre appui, avec notre soutien, avec nos partenaires, de l'agroécologie, au niveau de toute une série d'initiatives. Et là, il est important de comprendre que ces 20 dernières années, on a eu le sentiment, par une hausse assez spectaculaire de la production agricole, que quelque part, la sous-région était capable de faire face. Moi, j'ai commencé ma carrière dans la région il y a plus de 20 ans, et jamais on n'aurait imaginé pouvoir accroître, en la multipliant par 3, voire plus, la production agricole. Et là, on arrive un petit peu au bout de cet accroissement rend possible. Et il est indispensable aujourd'hui, en impliquant différents partenaires, notamment dans le domaine de la recherche, de pouvoir identifier, promouvoir un certain nombre d'innovations. Sinon, nous ne pourrons pas aller plus loin. Et donc, on en est rendu là aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce partenariat Nord-Sud, Sud-Sud, en termes d'une recherche qui va déboucher sur des réponses opérationnelles essentielles. Et c'est aussi, à travers ces initiatives des IRA, que nous soutenons activement, l'occasion aussi de traduire en action, en actes concrets, opérationnels, des priorités politiques affichées, décidées au plus haut niveau. Donc comment passer de la théorie à la pratique. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui, et voilà pourquoi ces initiatives des IRA, elles sont multiples dans la sous-région, sont absolument essentielles. Il ne s'agit pas simplement de faire preuve de volontarisme, et je sais que c'est éminemment politique quand on parle de changement climatique, mais aussi de proposer des alternatives tout à fait concrètes et opérationnelles. Donc voilà ce que je souhaitais dire dans un premier temps. Je voudrais articuler mes propos en 5 points si le temps le permet. Le premier point, c'est que l'agriculture est sous la pression de multiples perturbateurs de nos jours, dont le changement climatique est le principal moteur. Il apporte des risques biologiques qui sont nouveaux dans la région ou qui ont été endémiques à la région, mais à la faveur de ce changement climatique, ces facteurs réducteurs de rendement ont trouvé l'occasion de prospérer au détriment de la production agricole. Nous avons d'une part des pressions pour la demande qui est de plus en plus forte et des pressions sur l'offre qui est relativement faible après une période de croissance. Puis nous avons des phénomènes de conflit dans la région qui réduisent encore l'offre de production, ainsi de suite. Donc notre agriculture est sous pression. Le deuxième point, c'est que nous prenons de plus en plus conscience que les plantes dont nous tirons notre nourriture, les animaux dont nous tirons également notre nourriture et qui eux aussi tirent leur nourriture des plantes, et les humains que nous sommes, nous vivons tous dans un environnement commun et nous tombons de plus en plus malades de causes qui se déplacent de plus en plus d'un groupe à l'autre. La Covid-19 est un exemple, on en connaît l'origine. Ebola est un autre exemple. Et nous savons que le paludisme qui est endémique est également quelque chose qui ne vient pas forcément de notre règne humain à nous. Donc il est question de plus en plus pour nous de mettre en place des pratiques qui permettent d'avoir une économie de proximité, une économie alimentaire de proximité. Il ne faut plus aller très loin pour produire. Le Covid nous l'a montré. Même quand on a l'argent, on ne peut pas forcément trouver les produits parce qu'il y a eu des restrictions. Les facteurs qui réduisent le rendement à la faveur du changement climatique, dont j'ai parlé tout à l'heure, nous donnent des leçons à nous, les chercheurs. Le défi est très intimidant et
je dois dire, humiliant pour la façon dont nous fonctionnons aujourd'hui, car nous n'arrivons pas toujours à relever les défis. Quelques chiffres. 20 à 40% de pertes pour les ravageurs que nous aurions pu éviter. Et si nous les avions évités, ça ferait la nourriture pour 48 millions de personnes de plus, qui donc nous loueraient, et si nous ne réussissons pas, ils nous blâmeraient. Donc nous avons besoin d'une recherche qui soit transformatrice et qui mène à l'impact sociétal. C'est ce que nous essayons de faire avec le projet DESIRA. Mon quatrième point, c'est pourquoi est-ce que nous avons ces problèmes-là. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous préparer mieux dans la région, nous préparer en anticipant, nous préparer en faisant des analyses prospectives, de telle sorte que lorsque le problème arrive, nous avons les moyens de le contrer immédiatement. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Union européenne nous a demandé d'améliorer la réactivité de la région et la résilience de la région. En termes de réactivité, il y a un projet qui est financé, qui est complémentaire à celui qui a été présenté, qui a aussi des incidences au Sénégal. C'est le projet risque biologique piloté par la délégation de l'Union européenne d'Abidjan. En termes de résilience, le projet ABI a pour ambition de mettre en place des variétés de cycles courts très performantes et qui sont adaptées aux besoins des consommateurs du Sénégal, du Niger, du Burkina et dans tout le Sahel. Ce projet est piloté par la délégation de l'Union européenne de Dakar. Mon avant-dernier point, c'est que le changement climatique a rendu notre monde extrêmement interconnecté. Ce qui se passe ailleurs affecte un pays qui est lointain de cet endroit. Donc, nous pouvons apprendre les uns des autres. Et l'une des initiatives importantes des projets DESIRA, c'est de mettre en rapport les intelligences du Nord avec celles du Sud. Et c'est très important pour nous. Finalement, M. Akana, si vous me permettez, c'est où est-ce qu'on trouve l'argent? Parce qu'on parle de tous ces problèmes, mais il faut les résoudre avec de l'argent. Lorsqu'il y a une crise, on ne sait pas d'où vient l'argent, mais apparemment, il surgit rapidement. Le président du Programme alimentaire mondial a dit pourtant que si nous pouvions dépenser $1 en prévention, en développement, en amont, on pourrait économiser $16 en intervention d'urgence. À l'heure actuelle, on a dépensé déjà 9 000 milliards de dollars pour la COVID-19 dans le monde. Si nous prenions $1 pour chaque $16 dépensés en urgence, cela aurait pu alimenter un fonds de développement et une partie de ce montant pourrait aller à la recherche. Et sur la base de ce taux de prélèvement que je propose et que je propose à nos amis de la presse de relayer, on pourrait avoir 562 milliards de dollars sur ce qui a déjà été dépensé pour la COVID-19. Voilà, M. Akana, ce que je voulais dire. Et je vous remercie. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis. Je prends la parole après mes collègues, mais vous dites que le CIRAD est très connu, mais peut-être que nos téléspectateurs ne le connaissent pas si bien. Donc je vais juste en 2 mots dire que c'est un organisme français, mais qui est spécialisé sur la recherche agronomique pour le développement. Et c'est une exception européenne d'avoir un organisme dédié à la recherche agronomique. Et les chiffres que vous avez donnés le justifient totalement. C'est-à-dire que dans les pays en développement, pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais dans le monde entier, l'agriculture et les emplois agricoles sont des choses primordiales. Et avoir un organisme européen et français, qui travaille sur ces questions-là, ça nous paraît essentiel. Et c'est pour cela aussi qu'on travaille beaucoup avec l'Union européenne, l'ADEFCO, sur ces questions de recherche agricole et de développement. Le slogan du CIRAD, c'est « Innovons ensemble pour les agricultures de demain ». Et le mot « ensemble » est toujours important, et moi j'aime à rajouter un adage africain qui dit «
Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Ça caractérise vraiment la façon dont on a de travailler en partenariat de longue date et de co-construction de longue date aussi avec nos partenaires du Sud. Et on a des outils pour ça, pour travailler sur ces partenariats à long terme. Et je dois dire que quand l'appel d'offres a été lancé, on avait très peu de temps. Et heureusement qu'on était là depuis longtemps et qu'on travaillait depuis longtemps. Les priorités étaient déjà alignées avec les priorités nationales et régionales. Et, avec le CERAS, il y a un dispositif de recherche et d'enseignement en partenariat sur l'amélioration variétale. Les priorités stratégiques avaient déjà été énoncées. Je dirais que tous les collègues ont pu travailler sur une concept note et un projet très rapidement. Et c'est de la même chose pour le projet CASEX, où il y a un dispositif en partenariat qui s'appelle Pôle de pastoralisme en zone sèche, qui existe depuis une trentaine d'années. Et là aussi, c'est un forum de discussion, de co-construction, et on a pu présenter ensemble ces grands projets. Je voulais juste rajouter aussi sur l'impact qu'on attend de ces projets. Ça, c'est quelque chose qui est primordial pour nous, pour nos partenaires. Tout le monde nous a interrogés, et en particulier les bailleurs comme la DEFCO, comme l'Agence française de développement. Bon, vous savez, vous cherchez, mais qu'est-ce que vous trouvez finalement? Pourquoi on en est toujours là? Pourquoi on en est toujours à ces chiffres? Bon, par rapport aux chiffres que vous avez cités, on a évidemment augmenté la production agricole de façon spectaculaire parce que la démographie a aussi, enfin, la population a énormément augmenté. Donc, mais on est toujours en train de vouloir rattraper et nourrir correctement, et pas que nourrir correctement, et offrir aux gens une vie décente. Et ça, c'est très important, et à nos jeunes. Tous les projets de l'initiative Désira ont été montés selon une méthode qui nous assure le plus possible un impact, avec une méthode qui s'appelle Impress, qu'on a générée au niveau du CIRAD, travaillé avec nos partenaires, formé nos partenaires, nous aussi, à cette méthode, et qui part des impacts que l'on veut, et on construit des arbres à problèmes, et on construit des arbres à solutions, et on espère évidemment, en ayant un bon suivi, évaluation à chaque étape, d'avoir l'impact vraiment souhaité et attendu. Comme vous le dites, je crois que c'est tous ces projets dénominateurs communs, c'est trouver de nous adapter au changement climatique, c'est-à-dire trouver des solutions pour que les systèmes de production qui sont en crise puissent ne plus être en crise. C'est-à-dire qu'on mette en place plutôt des systèmes durables de production pour qu'on puisse arriver à un système alimentaire qui puisse nourrir les populations. Si vous voyez tous les 4 projets qui ont été présentés aujourd'hui, notamment les 2 projets qui ont été présentés officiellement, d'abord le projet AB, ça tourne autour du matériel végétal. Le matériel végétal, on a même parlé des semences. Sans matériel végétal, sans semences, on ne peut pas avoir une agriculture productive. L'Union européenne nous aide à travers ce projet, à travers la création variétale. Bon, c'est vrai que les délais sont très courts, mais ne serait-ce que les échanges de matériel végétal dans la sous-région, entre le Sénégal et les pays qui sont impliqués dans le cadre de ce projet sous le PARAC, nous devons pouvoir disposer de matériel hautement productif que nous allons mettre à la disposition des producteurs. Je vous ai donné rapidement un exemple. Vous comprenez tout de suite, bon, le riz n'est pas de manière explicite dans ce AB, mais les producteurs qui passent de 3 tonnes à l'hectare à 10 tonnes à l'hectare, je crois que la marge est là et on peut chiffrer tout de suite. Donc ça montre que ça permet à des producteurs qui étaient à un niveau de productivité très bas, tout de suite, à cause vraiment d'une chaîne de valeur qui est une chaîne de valeur rémunératrice, parce qu'il y a un marché au bout, de pouvoir déjà améliorer leur fonctionnement. Le mil, c'est la même chose. Le mil, nous disons, il y a l'agroalimentaire, tout tourne autour du mil pratiquement. Vous allez, les gens qui font du chakri, qui font du couscous, qui font tellement de produits à base de mil, mais ces agro-industries ont besoin d'être approvisionnées en mil. Est-ce que c'est avec les pratiques actuelles de culture qu'on va avoir ces niveaux d'approvisionnement? Je pense que non. Ce qu'il faudrait, dans le cadre du renforcement de capacité, et tout ce que le ministère de l'Agriculture fait
pour appuyer les producteurs, notamment donner les engrais, donner les semences certifiées, c'est juste pour qu'on puisse arriver à booster la production. Le projet de l'Union européenne, donc, on va mettre du matériel végétal, que ce soit du mil, que ce soit du niébé, que ce soit de l'arachide, toujours dans la même optique, productivité, valorisation, chaîne de valeur, marché. Le projet CASEX s'attaque à une partie de la problématique de l'élevage. On parle souvent de gaz à effet de serre, mais bon, je le mets encore entre guillemets bien une côte, parce que c'est ça qui donne un peu l'esprit, disons, la mauvaise perception. En fait, c'est vrai que nous avons beaucoup d'animaux dans la zone sylvopastorale du Sénégal en Éthiopie, parce que c'est toute la bande sahélienne. Il y a des millions et des millions d'animaux. Bien entendu, si on apprécie à cette échelle, c'est vrai, c'est question de gaz à effet de serre. Mais nous, ce qui nous intéresse dedans, c'est de savoir comment on peut améliorer le système alimentaire de ces animaux pour qu'on puisse avoir plus de lait, plus de viande et peut-être moins de gaz à effet de serre. Et je crois que ça, ce projet devrait nous permettre de travailler un peu dans ce CASEX et puis arriver à ce but. Je crois que faire, c'est très important. Parce que de plus en plus, on va parler de l'agroécologie. Ça, on le veut ou non. Chaque fois qu'on parle d'agroécologie, je disais à un moment donné, nous avons fait des enquêtes. Par essence, l'agriculture en Afrique est agroécologie. Quand on avait fait les enquêtes il y a une dizaine d'années, on se rendait en compte, en fait, qu'il y avait que 14% des producteurs qui utilisaient de l'engrais minéral dans le passé. Tout le reste, c'était la valorisation des résidus au niveau des exploitations familiales, en cas tout ce qui existait au niveau des parcelles. C'est ça que les personnes enfouissaient dans le passé pour améliorer le statut, mais ce n'est pas suffisant.